Bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire sur les compétences psychosociales dans le champ de l'éducation informelle. Je vais faire l'introduction. Je suis Cécile Masson du service départemental jeunesse engagement sport, qui est rattaché à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de faire en sorte que toute notre communauté de partenaires ait une occasion d'acquérir un certain nombre de repères sur les compétences psychosociales. J'espère que le contenu vous permettra d'en mesurer les enjeux et pourquoi nous investissons là-dessus, et de donner envie d'aller plus loin, sachant que nous avons à la fin un quart d'heure dédié sur une proposition qui s'adressera plus particulièrement aux acteurs du champ socioculturel, et que mes collègues du champ sport qui sont, je crois, présents aujourd'hui auront aussi leur propre propositions à faire en lien avec les collectifs qu'ils animent. Vous avez un webinaire en 2 temps. Le premier, c'est une intervention de Cécile Gaboriau de Promotion Santé, qui va vous donner des repères théoriques de base. Et puis, on terminera cette présentation avec des témoignages de 3 professionnels qui se sont déjà investis dans ce champ-là. Et puis, vous aurez à votre disposition, plus tard, on diffusera le diaporama et vous pourrez retrouver un certain nombre de ressources, une sélection courte de ressources. Pour ce qui est de la deuxième partie, nous présenterons donc le projet qui est en train de construire le SDGS en partenariat avec Promotion Santé et les Francas. On fera un temps aussi assez court, puisque on proposera un certain nombre d'acteurs de se retrouver dès le mois de janvier, où on pourra approfondir un petit peu le projet que nous avons lancé. Donc, je laisse la parole à Cécile Gaboriau. Merci Cécile, bonjour tout le monde. Alors du coup, on va commencer par... au moment de votre inscription, on vous a demandé votre avis. Sur votre avis, quelles sont les compétences qui permettent aux personnes de se lancer dans l'action. Et du coup, vous avez identifié tout un tas de compétences qui apparaissent ici dans le nuage de mots. On ressort notamment la capacité à communiquer, à écouter, à gérer son stress, la capacité à s'affirmer. On voit aussi apparaître la capacité à exercer son esprit critique ou encore se fixer des objectifs. Je ne vais pas tous les lister là, mais en fait, toutes ces capacités sont ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Tu peux passer à la slide suivante, Cécile. Donc, le pouvoir d'agir, c'est au cœur du processus éducatif et il est défini notamment par Yann Le Bossé comme la capacité concrète des personnes, individuellement ou collectivement, d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. En promotion de la santé, du coup, on va définir ce processus comme un processus social de reconnaissance, de promotion et d'augmentation des capacités des personnes à rencontrer leurs propres besoins, résoudre leurs propres problèmes et pouvoir mobiliser les ressources nécessaires, notamment, par exemple, pour faire des choix favorables à leur santé. Donc, comme vous l'avez identifié, les compétences psychosociales, elles contribuent au renforcement des pouvoirs d'agir des individus. On retrouve d'ailleurs notamment cette notion dans la définition de Santé publique France qui est sortie en 2022. Oui, tu peux, merci. Ici, vous avez les 2 définitions principales des compétences psychosociales, celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui avait été éditée en 1993 déjà et qui définissait les compétences psychosociales comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, ou comme l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Et juste dessous, vous avez donc la définition de Santé publique France qui est plus récente, qui a été publiée dans le référentiel des CPS de 2022
où ils sont identifiés comme un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques, cognitives, émotionnelles et sociales, impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques qui permettent donc de renforcer le pouvoir d'agir, qu'on vient de définir juste avant, mais aussi de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des relations constructives. Du coup, on va définir plus précisément ce que sont les compétences psychosociales, qui sont composées de 3 grands champs de compétences. Le premier, ce sont les compétences cognitives. Donc, vous allez voir sur chacune des grandes compétences, elles sont divisées en 2 sous-compétences qui correspondent à 2 phases de développement. Pour les compétences cognitives, le premier, c'est d'avoir conscience de soi. Ça veut dire comprendre comment on fonctionne, mais aussi comprendre comment se construit l'image qu'on a de nous-mêmes, puisque l'image de nous-mêmes, elle se construit à travers nos expériences, d'une part, mais aussi le regard de notre entourage. C'est lié aussi à notre éducation, notre culture, bien sûr, mais aussi sur les représentations qui nous sont renvoyées par la société. Donc, l'objectif, c'est de prendre aussi du recul par rapport à ces représentations pour pouvoir construire une image de soi positive. Avoir conscience de soi, c'est aussi reconnaître ses goûts, ses besoins, ses valeurs, ses qualités, ses forces et aussi ses objectifs personnels. La conscience de soi, elle va permettre après, dans un deuxième temps, de renforcer ce qu'on appelle la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à atteindre ses objectifs par l'autocontrôle, la capacité à analyser une situation ou d'utiliser des techniques de résolution de problèmes, par exemple, et aussi la capacité à savoir demander de l'aide. Le deuxième champ de compétences, ce sont les compétences émotionnelles. Du coup, dans la première phase, on va s'attacher à comprendre comment fonctionnent les émotions et aussi à identifier les émotions chez soi, chez les autres, en travaillant sur comment identifier à travers l'expérience émotionnelle, les sensations corporelles, etc. Mais aussi, l'idée, c'est de développer le vocabulaire autour des émotions. Et puis, dans une deuxième phase, voilà, cette première phase, elle permettra dans un second temps de pouvoir exprimer ses émotions et de pouvoir les réguler de façon à mieux vivre avec ses émotions. Et le troisième champ de compétences, ce sont les compétences sociales. Donc, dans les compétences sociales, on va commencer par travailler sa capacité à communiquer, à développer des liens et des relations constructives. C'est aussi trouver sa place dans un groupe, pouvoir collaborer, coopérer, etc. Et du coup, dans un second temps, on pourra commencer à travailler aussi mieux comprendre qu'est-ce que l'influence sociale, donc pour pouvoir s'affirmer et prendre position aussi parfois contre des opinions qui ne sont pas les nôtres, mais c'est aussi savoir communiquer de façon assertive, c'est-à-dire pouvoir s'affirmer tout en respectant l'opinion des autres, et aussi mettre en œuvre des stratégies de résolution de conflits. Voilà pour les 3 grands champs de compétences, sachant que ces compétences, elles sont influencées par des facteurs individuels, qui sont les fonctions exécutives, nos capacités de langage, etc. Mais aussi en grande partie par les facteurs sociaux, comme on l'a vu, l'entourage, notre entourage, notre culture, notre éducation vont influencer le renforcement de nos compétences psychosociales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas figé et que du coup, elles s'apprennent tout au long de la vie et on peut les acquérir à travers des apprentissages formels et informels. C'est ce qu'on va voir ici au fur et à mesure. Donc, les compétences psychosociales, quand on les travaille, l'objectif, c'est d'amener les personnes à prendre conscience des compétences acquises afin qu'elles puissent les mobiliser dans des situations de la vie quotidienne. Et puis, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir agir efficacement sur son environnement et puis atteindre ses objectifs, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient collectifs. Si on prend l'exemple de l'organisation d'un tournoi, par exemple sportif, dans une association jeunesse, c'est parce que je sais que je suis capable de communiquer, de collaborer, d'expliquer les règles, d'encourager les équipes, etc., que je vais pouvoir me lancer, organiser les équipes, m'adapter aux besoins de chacun, proposer des idées constructives, etc. Donc, mettre en œuvre ces compétences pour réussir à organiser un tournoi de football, permettre la participation de tous. Et puis, j'aurais peut-être appris au passage à gérer quelques imprévus. Voilà concrètement comment ça se travaille.
Donc, de nombreuses recherches depuis plus de 40 ans maintenant ont montré les bénéfices des compétences psychosociales, à la fois sur le bien-être et la santé mentale. Donc on sait par exemple que les compétences psychosociales ont participé à diminuer les troubles affectifs et du comportement, mais aussi la souffrance psychique, hein, comme l'anxiété, le stress, etc. Et globalement améliorer le bien-être des personnes. On sait aussi que ça a un impact pertinent sur la réduction des conduites à risque, avec notamment la diminution des consommations des produits psychoactifs, hein, alcool, tabac, drogue, mais aussi la diminution des violences et du harcèlement. Et puis aussi la réduction des conduites à risque, notamment dans les comportements sexuels. Ensuite, on sait que ça a un impact positif sur la réussite scolaire et professionnelle, notamment parce que ça va permettre d'augmenter l'engagement dans la scolarité. Ça va du coup, par ricochet, impacter les résultats scolaires. On sait que ça a un impact sur la diminution de l'échec scolaire et que du coup, à long terme, on a une meilleure insertion professionnelle. Et enfin, dans une autre étude, on a pu démontrer que le développement des compétences psychosociales à l'échelle collective, ça permettait d'améliorer le climat scolaire et donc le climat de groupe, hein, de façon générale, et d'améliorer les relations interpersonnelles. Donc concrètement, comment les compétences psychosociales impactent le pouvoir d'agir ? Par exemple, si on prend la compétence d'avoir conscience de soi, ça va me permettre de savoir ce que je veux, de pouvoir reconnaître mes forces et donc de pouvoir agir de façon plus efficace. Si je prends la compétence de régulation des émotions, ça va me permettre d'oser agir malgré du stress ou encore la peur du jugement. Si on prend la compétence de la pensée critique ou encore de la prise de décision, ça va me permettre de choisir, d'argumenter et d'agir de manière plus réfléchie. Et enfin, ma capacité à communiquer et coopérer, ça me permettra de mieux me faire entendre, de pouvoir m'organiser et de pouvoir agir avec les autres. Voilà, ce sont des exemples. Alors, du coup, Cécile, je veux bien qu'on passe à la slide suivante parce que du coup, et qu'on revienne sur celle-ci après. Je fais une petite pirouette, je suis désolée. Hop. Les compétences psychosociales, comment ça se travaille ? Ça se travaille sur des temps qu'on appelle formalisés et structurés autour de 4 points essentiels. Le premier, c'est qu'on va chercher à avoir des interventions séquencées dans le temps. Dans la littérature, on identifie qu'il faut au minimum 7 à 8 séances par an sur les compétences psychosociales et que ça se répète bien sûr tout au long de la vie. La deuxième chose, c'est qu'on est forcément sur des interventions où les publics sont actifs, ont une participation active à travers notamment des mises en situation, des jeux de rôle. L'objectif, c'est de pouvoir mobiliser les compétences pendant les séances. On parle aussi d'intervention focalisée, puisque du coup, on va se focaliser sur une séance, sur une des compétences clés qui sont issues des données probantes. Les données probantes, c'est notamment les critères de classification que je vous ai présentés au tout début de l'intervention. Et puis, on est forcément aussi dans ce qu'on appelle l'intervention explicite, c'est-à-dire que comme on travaille toujours les compétences psychosociales en conscience, les objectifs ils sont clairement présentés aux participants au début de séance. Voilà pour les interventions formalisées. Ensuite, au-delà du travail formel, et c'est là où Cécile, merci, je reviens sur la slide précédente. Du coup, au-delà de ce travail formel, on va chercher à l'intégrer dans un environnement éducatif qui soit favorable au développement des compétences psychosociales. Parce que du coup, on va chercher à avoir un environnement tout simplement qui va permettre de pouvoir mobiliser ces compétences et c'est ce qui va faciliter leur renforcement. Premièrement, l'idée, c'est déjà de renforcer les compétences psychosociales des adultes qui sont en position d'éducation et de développer des gestes professionnels qui vont soutenir les compétences psychosociales. Ça va passer par la formation et l'accompagnement des adultes.
Si on prend l'exemple de... si on a des adultes qui communiquent de façon efficace et positive, donc qui pratiquent l'écoute active, une communication claire et respectueuse, ça va permettre aux jeunes de pouvoir mieux comprendre, de poser des questions et de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, si on a des adultes qui sont en capacité d'accompagner les jeunes dans la régulation des conflits et des émotions, par exemple, on va avoir des jeunes qui vont apprendre à réguler leurs émotions en autonomie petit à petit et à développer des relations plus positives. Autre exemple, si on a des adultes qui encouragent, valorisent les compétences et les initiatives des jeunes, sans imposer bien sûr leur point de vue, et du coup, on va avoir des jeunes qui vont oser davantage prendre des initiatives et exprimer leurs idées. Ensuite, merci. Ensuite, l'objectif, au-delà du coup des compétences des adultes, on va chercher aussi à travailler sur des environnements sociaux et physiques qui sont favorables au développement des compétences psychosociales. Donc, ça veut dire, par exemple, pouvoir proposer aux jeunes des situations qui leur permettent d'expérimenter, de réussir et d'apprendre de leurs erreurs. Ça permettra aux jeunes de développer leur autonomie, leur confiance en eux et aussi le sens des responsabilités. Autre exemple, ça pourrait être de proposer des espaces qui favorisent la participation et la prise de décision des jeunes. De cette façon, les jeunes prennent mieux confiance en eux et comprennent aussi qu'ils peuvent influencer leur environnement. Et ça leur servira tout au long de leur vie. Et puis, ça peut être aussi de pouvoir favoriser des activités plutôt collaboratives, coopératives, pour apprendre à collaborer, à prendre des décisions collectives. Ouais, tu peux passer à la slide suivante. Les programmes probants. Ah oui, c'est parce que, oui, alors j'ai pas nommé les programmes probants, ça fait partie des interventions formelles et structurées. Alors, les programmes probants, eux, ils sont construits selon les modalités que j'ai nommées précédemment, donc les interventions formalisées, structurées. Les programmes probants, ils ont la particularité d'avoir eu une évaluation dans un protocole scientifique avec un groupe témoin et un groupe contrôle, de façon à montrer en fait les impacts positifs du programme en fait sur le développement des compétences psychosociales des publics auxquels il s'adresse. Donc on en a quelques-uns chez nous en Charente. Après, je sais que les collègues tout à l'heure vont en présenter quelques-uns. On a le voyage des Tois-Moineaux, on a une plug qui sont plutôt adaptés aujourd'hui au milieu scolaire, sauf Tois-Moineaux qu'on retrouve aussi dans les ALSH. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, ils existent, on en a, et ça, vous pouvez les retrouver dans le lien qu'on a mis tout à la fin. Vous aurez plusieurs ressources qui sont citées, notamment le site de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, où on référence tous les programmes qui sont disponibles. Donc, vous avez les programmes probants, mais aussi tous les guides d'intervention, qui sont aussi des interventions formalisées et structurées, mais qui sont libres et que vous pouvez télécharger librement en ligne. Donc, les structures d'éducation non formelle, c'est-à-dire vous qui participez à ce webinaire, vous bénéficiez déjà de quelques atouts pour renforcer ces compétences psychosociales. Ça a été identifié dans un document de la GEBVA. Donc, du coup, je me suis permis d'aller chercher ces éléments que je trouvais intéressants. Donc, les forces qui sont identifiées, c'est que vous bénéficiez d'un contexte favorable au vivre ensemble, à l'apprentissage de la citoyenneté, par exemple. Que vous travaillez dans une approche éducative qui est complémentaire à l'école et à la famille, que vous avez des équipes qui sont en contact direct et prolongé avec les enfants, donc c'est une opportunité pour travailler ces compétences. Aussi des missions éducatives qui sont reconnues par les pouvoirs publics, que vous travaillez dans un environnement d'apprentissage déjà par l'expérience collective et expérientielle. Donc, du coup, c'est les conditions nécessaires pour travailler les compétences psychosociales. Donc, ça, c'est un grand atout. Et puis aussi des situations d'autonomisation progressive et sécurisante pour les enfants.
Au-delà de ça, pour pouvoir travailler ces compétences en conscience, on a parlé de travailler en conscience et puis d'améliorer leur portée éducative, l'idée, c'est de travailler sur quelques pistes. Il reste quelques pistes à développer, notamment celui d'affirmer le rôle des directions, à impulser des dynamiques CPS auprès des équipes pour qu'elles puissent mettre en place ces compétences psychosociales au quotidien avec les enfants et les jeunes. Ça nécessite aussi de passer par la formation et l'accompagnement des équipes afin qu'elles puissent travailler ces compétences en conscience. L'idée, c'est comme on l'a évoqué juste avant, parce que ça fait partie des critères d'efficacité, qualité, c'est que chacun des professionnels qui intervient auprès des enfants puisse renforcer ses propres compétences psychosociales de façon à agir comme un modèle. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils d'intervention et notamment ceux qui sont basés sur les critères qualité adaptés et adaptés au contexte de l'éducation non formelle, bien sûr. Du coup, on va pouvoir passer au témoignage où du coup, vous allez avoir une vision un peu plus concrète. Donc, on va peut-être passer dans l'ordre. Julien, il est directeur de l'espace jeune du Grand Cognac. Il est aussi entraîneur de rugby, donc il pourra nous montrer comment aussi il utilise les compétences psychosociales dans ce cadre-là. Et l'idée, c'est comment il utilise les compétences psychosociales comme moteur de cohésion dans sa structure, en structure jeunesse, mais aussi en club sportif. Et puis à la suite de Julien, c'est Rémi Palmas qui viendra parler, lui, de son expérience sur le programme probant PSFP et aussi comment, lui, il utilise les compétences psychosociales dans son management avec l'équipe du centre social L'Envol à Chalais. Et puis enfin, on terminera par Nicolas Bourbon. Il est coordinateur du PEDT du CDC de La Rochefoucauld, Port du Périgord. Et du coup, il nous parlera de la démarche territoriale et de la dynamique qu'il a mis en place avec ses collègues pour travailler en équipe autour des compétences psychosociales. Du coup, je laisse la parole à Julien. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors moi, je vais essayer de dérouler en étant concis, ce qui peut être un problème pour moi, mais de parler des CPS sur 3 axes. Le premier qu'on utilise beaucoup au sein de l'équipe de l'espace jeune et des animateurs. L'idée, c'est de travailler ces CPS au cours de réunion, souvent au début de réunion, autour d'échanges, de prise de parole. Tout ça plutôt en ciblant les CPS sur la partie émotionnelle et les relations sociales dans l'équipe, toujours pour renforcer la confiance en soi, la prise de parole. Moi, je crois vraiment que la connaissance de mon équipe va permettre de renforcer les compétences autres que psychosociales, mais les compétences dans leur travail et leur connaissance pour les orienter directement sur leur on va dire, leur capacité à animer et choisir un axe de travail. Donc ça, c'était la première chose. Donc ça, on l'utilise beaucoup au sein des réunions, autour de jeux, de pratiques, de prise de parole. Le deuxième axe qui est très important pour nous, on est en train de le faire juste derrière moi, dans mon bureau, derrière mon bureau. On reçoit les délégués des collèges de Cognac et on travaille avec les CPE sur les formations de délégués depuis maintenant une dizaine d'années. Et depuis 3 ans, et les différentes formations qu'on a pu faire avec les animateurs sur les CPS, on travaille là-dessus. Donc là, il y a 2 groupes d'enfants, de délégués qui sont un avec les CPE et l'autre avec des animateurs de l'espace jeune. Par exemple, ce matin, ils travaillent sur la présentation en binôme les uns des autres et sur la mise en avant des forces de chaque enfant, chaque adolescent. Tout en sachant que, encore une fois, ce que je leur expliquais ce matin à leur arrivée, l'idée, c'est de renforcer la confiance en soi, la prise de parole, le travail de posture aussi par rapport aux différentes personnes avec qui on interagit, à savoir les personnels administratifs, par exemple, d'un collège, ou le personnel de la vie scolaire, ses collègues, forcément, ses camarades de classe, et bien sûr, le personnel éducatif, les professeurs. Donc ça, c'est un moment important au sein de notre structure et
Et depuis maintenant plusieurs années, on est rejoint par différents collèges. Donc au début, c'était un collège. Maintenant, on a les 4 collèges de Cognac qui participent à ces formations de délégués. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe autour de la pratique sportive, alors dont mon rôle premier autour d'un club de rugby et de l'action sport quartier que je porte pour la ville de Cognac, où là, l'idée, c'est de travailler beaucoup avec les éducateurs avant et après les séances, notamment sur la capacité à marquer les échanges qu'on peut avoir, à marquer les compétences psychosociales et échanger de manière positive, terminer toujours une intervention de manière positive, notamment avec les enfants sur l'école de rugby, les petits, ou sur l'action sport quartier. Toujours laisser une trace positive à la fin des échanges. C'est une volonté affirmée vraiment, et on en parlait encore hier soir sur les terrains. Quand on termine une séance, il faut qu'on ait envie de revenir à la séance suivante. Donc c'est vraiment ce que moi j'essaie de transmettre aux éducateurs dans leurs relations et les discours qu'ils peuvent avoir, les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux, avant d'échanger positivement avec les enfants ou les adolescents qu'on a. Voilà. Claire, je ne sais pas si j'ai respecté mon temps de parole. Merci beaucoup, Julien. C'était parfait. Tu es resté encore quelques secondes, mais si ça va pour toi, va pouvoir passer au… S'il reste quelques secondes, est-ce que je peux poser une question à Julien? Juste, est-ce que tu peux évoquer, est-ce que je peux te poser une question, Julien? Oui, tu peux, Claire. Du coup, est-ce que tu peux évoquer l'impact que tu perçois, toi, sur ce travail que tu fais sur les CPS avec ton équipe, avec les jeunes, que ce soit à l'espace jeune ou au rugby? Alors, moi, l'impact premier, c'est plutôt l'écoute et l'approche bienveillante qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il y a plein de fois où on n'est pas d'accord quand on construit des animations ou aussi sur la prise en compte de l'autre, en fait. Donc, je leur dis souvent, on peut ne pas participer à une animation, mais avoir un avis. Et ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde donne son avis. Donc l'écoute est hyper importante et on y travaille beaucoup en réunion. Quand on est nombreux en réunion, vous le savez tous, hein, on a des fois du mal à s'écouter. Il peut y en avoir qui échangent en étant à côté, donc c'est très facile. Mais écouter l'ensemble du groupe et attendre pour prendre la parole, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un impact premier. Après, ce qui est important par rapport aux jeunes, nous, on peut accueillir beaucoup de jeunes dans une structure qui est un open space, donc le bruit monte vite. Donc l'idée, c'est d'avoir une communication calme, apaisée et bienveillante les uns envers les autres. Donc on essaie d'avoir très peu de tolérance. En tout cas, on est garant de ces échanges positifs et bienveillants entre les jeunes aussi. Donc, c'est l'impact qu'on constate, en fait. On a un niveau sonore qui a baissé, on a des relations qui sont un peu plus apaisées entre les jeunes. Et ça, c'est hyper important pour travailler dans un contexte positif aussi et être bien dans son travail, être heureux. Voilà, moi, je mets souvent ça en avant dans l'équipe, qu'il faut qu'on soit bien dans sa tête et dans sa vie perso. Donc, c'est aussi pour ça que j'en parlais au début, pour être à fond dans le travail et mettre en avant ses compétences. Merci, Julien. Du coup, Rémi, tu veux prendre la suite? Je peux prendre la suite. Donc, moi, sur le bassin de vie de la Valette Tude-Drône, on a mis en place le programme de soutien aux familles et à la parentalité, PSFP. Qu'est-ce que c'est? C'est le développement des CPS en famille. C'est 14 ateliers qui se déroulent en 2 temps. Le premier, c'est 1 heure où les enfants et les parents sont séparés et font des ateliers. Et la deuxième heure, ils se retrouvent pour faire des ateliers en lien avec ce qui a été travaillé lors d'avant. Tout au long des 14 ateliers, ils vont développer l'attention positive, la régulation des émotions, la communication efficace et positive pour améliorer dans les familles les gestions des écrans, les relations,
et mettre en place des techniques et des outils pour la résolution de problèmes et disciplines non violentes. Par rapport à ça, les familles nous ont fait comme retour qu'il y avait une vraie amélioration du quotidien. Ils ont pu aussi mettre en place des temps d'échange et souvent de décharge sur les outils et les situations vécues. Nous, sur l'accueil périscolaire, on a vu des changements significatifs des enfants qui ont participé au programme. Au niveau du lien avec les parents, on a vraiment vu qu'il y avait un renforcement du lien et de la confiance des familles par rapport à l'équipe. Toujours en lien avec ce programme, au niveau des personnes qui ont animé ce programme, on a pu voir en fait qu'on venait tous un peu de milieux différents et ça a permis des échanges de pratiques et des regards croisés sur les méthodes d'animation. La préparation des ateliers en commun a vraiment pu faire une montée en compétences puisque chacun a dû s'adapter, apprendre à clarifier les consignes, lâcher prise, délégation des tâches, voilà, un peu tout ce qui fait le travail d'équipe et renforcement des liens entre les différents partenaires. Voilà pour le programme PSFP. Les CPS dans l'équipe, j'utilise différentes méthodes pour renforcer la cohésion d'équipe et faciliter la parole. Chaque début de réunion, je commence par un petit temps d'animation. L'idée, c'est vraiment d'amener chacune à s'exprimer. Donc, comme type d'atelier, je fais un râteau, une pépite, soleil, nuage, éclair. À qui appartient cette expérience, de vérité, un mensonge. Et ça permet en fait d'échanger sur ce qu'on a pu vivre durant la semaine passée. Et à la fin de chaque réunion, je mets 5 minutes en place d'expression libre des salariés pour pouvoir aborder des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Toujours en lien avec les CPS, pour prévenir un petit peu tout ce qui est les conflits ou le surplus d'émotions qui pourrait un peu pénaliser le travail en équipe, je fais plusieurs petits ateliers. Il y a par exemple les définitions communes. Là, par exemple, pour une équipe, on avait utilisé qu'est-ce que c'est une équipe et on avait utilisé la méthode boule de neige, ce qui permet de manière individuelle et de tendre vers le groupe. Ensuite, pour essayer de valoriser ce que chacun peut apporter à l'équipe, j'ai utilisé une méthode de cadavre exquis où chacun peut noter un petit peu ce que l'on pense que l'autre peut apporter. Et enfin, sur le fonctionnement un petit peu de l'équipe, j'ai fait une boîte à besoins. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour qu'une équipe fonctionne bien? Et après, en équipe, on regarde ce qui en sort. Pour favoriser l'autonomie de l'équipe aussi, j'ai mis en place un tableau avec les différentes tâches qui sont compartimentées par priorité. Urgent, à faire rapidement, à faire un jour. Les compétences psychosociales sur l'accueil collectif de mineurs. On a une organisation pour faciliter l'entraide et favoriser l'expérimentation en toute sécurité. On a un accueil mixte qui se fait sur le centre de loisirs et sur l'accueil périscolaire. Donc, les 3-11 ans sont ensemble, ce qui permet à chacune d'aller à son rythme et de trouver les animations adaptées qui permettent une expérimentation en toute sécurité. On a mis en place aussi des parrains-marraines, ce qui est en fait de faire aider d'aider les plus petits par les plus grands. Genre le lavage des mains, le nettoyage des activités, le moment de se chausser, de se déchausser sur le temps du repas. Ça permet de valoriser les plus grands et de faire grandir les plus petits. On a mis en place aussi des rituels pour libérer la parole. Donc, chaque journée au centre de loisirs, on commence par un petit atelier autour de la parole. Ça peut être l'humeur du jour, le cadeau au groupe, ce qui correspond à ce que je peux apporter au groupe aujourd'hui, l'expérience positive de la semaine ou l'envie de la journée. Et sur le temps du goûter, toujours pour pouvoir faciliter un peu la parole et la libérer, on met un temps de bilan et ça permet d'avoir des retours sur le ressenti général et la journée passée. Voilà. Merci Rémi. Du coup, Nicolas, tu prends la suite. Oui, bonjour à tous.
Du coup, sur le territoire La Rochefoucauld, Porte du Périgord, on a inclus du coup le développement des compétences psychosociales dans notre CTG. Donc, on s'est appuyé sur différents dispositifs à travers la CTG, qui est le contrat local de santé et le PEDT, pour tenter une approche multisectorielle en fait sur ce développement des compétences psychosociales, santé, éducatif. Puisqu'actuellement, il y a des actions à moyen terme et à long terme qui sont réfléchies pour pouvoir développer ces compétences. Et on sent que les différents acteurs de notre territoire ont envie d'aller dans cette direction-là. Et concernant les politiques éducatives, du coup, moi, je reste convaincu que le développement des compétences psychosociales est une réelle porte d'entrée pour la cohérence éducative sur notre territoire. C'est pour ça qu'au sein de nos structures communautaires, on a réalisé une première sensibilisation en décembre 2024 à destination de tous les animateurs et animatrices de notre territoire, avec l'aide de Provention Santé, bien sûr. Et Jordi nous a accompagnés sur ces temps-là, où voilà, on a découvert ce que c'était. Suite à ça, l'équipe de direction à LSH et à l'AE, les accueils de loisirs associés aux écoles, ce qu'on appelle les temps périscolaires déclarés en fait chez nous, ont voulu continuer cette démarche, puisqu'on a un cadre propice. En fait, pour ça, on a des temps dans les organisations des agents qui nous permettent de pouvoir intégrer des temps d'échange, de pratique, de discussion, de formation sur des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on a sollicité ce temps-là pour pouvoir créer notre premier outil à destination des équipes qui s'appelle Utopia. Voilà, j'en ai amené un petit exemplaire. Voilà, c'est un petit livret qu'on a pu créer en équipe, où le principe, c'est de découvrir les 3 quartiers de cette petite ville imaginaire, qui sont les quartiers où on découvre les compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Et entre chaque visite de quartier, du coup, les animes avaient des petites cartes à remplir, à quel moment ils sollicitaient ces différentes compétences dans leur quotidien, soit pro ou perso, pour pouvoir agrémenter un petit peu cette découverte. En parallèle de cet outil Utopia, du coup, il y a 7 animateurs qui ont été formés sur le voyage de Toi, moi, nous. Donc, le voyage de Toi, moi, nous, c'est un programme probant, comme expliquait Cécile tout à l'heure. Donc, c'est efficacité prouvée scientifiquement et qui est reproductible à destination des 6-11 ans. Dans ce programme de Toi, moi, nous, du coup, pour faire simple, c'est une planète qui a perdu ses couleurs, et au fur et à mesure des séances, donc c'est 7 séances d'1 heure ou 11 séances d'1 heure et demie, et au fur et à mesure de ces séances-là, les enfants vont en gros récupérer les couleurs de cette planète-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cartes missions qui sont retransmises aussi en famille. Donc voilà, il y a un aller-retour qui est plutôt intéressant pour que la planète puisse retrouver totalement ces couleurs-là. Suite à tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que suite au premier outil, ça a été vraiment un portage collectif et une première aussi dans l'ensemble de nos animateurs et animatrices de pouvoir travailler ensemble. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était une vraie porte d'entrée pour cette cohérence. Donc, du coup, on a décidé cette année de continuer l'aventure parce que l'évaluation du premier outil qu'on avait utilisé était plutôt très positive. Donc, on a continué avec l'équipe de pouvoir créer un autre outil qu'on a appelé Sauvons Harmonia. Le principe, c'est une planète qui a perdu ses 5 éléments. On s'est appuyé sur le programme de Toi, moi, nous pour pouvoir le mixer un petit peu et le créer à notre équipe d'animation, où là, la totalité des animateurs et animatrices participent, où on leur montre comment réaliser une séance de compétences psychosociales. Et ensuite, ils repartent avec une petite carte mission, voilà, où la mission qu'ils doivent réaliser à l'aide de QR code, là, qui est la petite ressourcerie qu'on leur propose, et que les enfants puissent reconnaître les qualités des autres. Donc là, ils sont en cours de séances d'animation pour essayer que leur groupe d'enfants puisse connaître la qualité des autres. Voilà, donc on est en plein dedans. Voilà, un petit peu ce qui se passe sur notre territoire. Les conseils que je pourrais apporter, en tout cas, c'est de nous, directeurs, ou qu'on soit convaincus par l'intérêt de ce développement des compétences psychosociales, qu'on soit sensibilisés un minimum, et du coup, que c'est un vrai projet collectif et co-construit. Voilà, j'espère que j'ai respecté mon timing et que j'ai rien oublié. Merci. Merci à tous les 3. On pourra peut-être compléter si les gens ont des questions. Pour l'instant, pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Comme on est à l'aise là, vous avez parfaitement respecté vos délais par rapport à l'heure prévue, au point qu'il nous reste vraiment beaucoup de temps. Donc,
Je pense que ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, les camarades, là, il nous reste encore 20 minutes, en fait, hein, donc, on va rouvrir la possibilité de laisser les micros, d'utiliser les micros. Et donc, je propose soit vous poser des questions dans le chat, je vois qu'il y a Nathalie qui est en train d'écrire, soit vous levez la main et Claire distribuera la parole pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Et je mets dans le fil de discussion aussi le lien pour ceux qui devraient partir du webinaire vers un formulaire d'évaluation de cette séance. Donc, je vous prierai chacun en partant de prendre 2 minutes pour remplir ce petit questionnaire très court. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de questions? Oui, Michel a levé la main. Je vous laisse la parole, Michel. Merci. Vous avez la possibilité d'allumer votre micro, peut-être. Peut-être vous ne l'avez pas. Ouais, c'est qu'il n'apparaît pas, en fait, sur la vignette, je pense. Je suis vraiment désolée. Je maîtrise mal. C'est la première fois qu'on fait un webinaire. Et normalement, j'ai donné la possibilité de parler à tout le monde, mais je me rends compte que je ne... Cécile, on t'entend plus. Désolée, Michel. Ça doit être dans les paramétrages en amont du direct et il va falloir poser les questions dans le chat. Donc, Michel nous dit que l'approche est porteuse de sens pour les équipes et permet une réelle prise de recul sur la pratique. Donc, c'est ce qu'on essaye de montrer avec ces témoignages. Est-ce que, Cécile, j'ai cru voir que tu voulais poser une question à nos témoins ou apporter un complément. Donc, Cécile, je te propose de dire ce que tu voulais dire et après, on pourra prendre la question de Nathalie, notre collègue. Merci Nathalie d'être présente. C'est notre collègue de l'administration centrale qui essaie de développer tout ça au niveau du réseau Jeunesse et Sport. Merci d'être présente. Donc, on prend d'abord Cécile qui avait commencé à parler en même temps que Claire et ensuite Nathalie. Oui, non, c'était juste, en attendant que les gens s'organisent pour poser des questions, je voulais juste préciser que là, les 3 intervenants, ils ont eu l'occasion de suivre des formations, alors que ce soit des formations au développement des compétences psychosociales générales, c'était le cas de Julien, ou Nicolas ou Rémi qui ont suivi plutôt des formations sur des programmes probants. Voilà, ça revient aux critères qualité qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est que du coup, il y a eu en amont une formation qui leur permet d'être outillés pour aujourd'hui développer toutes ces actions-là dans leur structure. Je veux bien reprendre la parole par rapport à la question qu'il y a eu de Nathalie sur les freins. Alors moi, clairement, dans mon équipe, il n'y a pas eu de frein, ça a été plutôt bien pris. Alors la première formation que j'ai fait avec Cécile, il y avait aussi une de mes animatrices qui intervenait dans le quartier politique de la ville avec moi. Donc ça a été le fait de faire tous les deux. Ça a lancé aussi une formation pour d'autres animateurs qui ont eu envie de faire cette formation.
Donc, c'est vraiment porteur et vraiment pas de frein du tout parce que très rapidement, on se voit que l'atmosphère est très positive et bienveillante entre les acteurs. Et après, par rapport aux familles, alors on n'a pas encore tout expérimenté, mais pendant les dernières vacances, il y a eu une soirée entre adolescents et familles. Alors, je sais que tout à l'heure, Rémi a parlé entre les enfants et les familles. Nous, avec les ados, c'est un peu plus compliqué de faire venir les parents, mais on arrive à les faire venir à l'espace jeune. Et il y a eu des jeux en commun qui ont été faits. Ça a très, très bien marché. Et la semaine prochaine, dans le cadre du mois des parents qu'organise Grand Cognac, on fait une soirée qui va se passer en 2 temps avec, Rémi en a parlé aussi tout à l'heure, avec un tournoi de Mario Kart entre parents et jeunes et ados, et qui sera suivi par un débat mouvant que je co-animerai avec Rémi Chuir, qui est responsable du service parentalité sur l'agglomération. Et encore une fois, il y aura un petit repas derrière. On va aussi échanger autour de ces pratiques-là et des écrans, comme tu le disais, Rémi, tout à l'heure, où c'est souvent compliqué au niveau de l'adolescence. Et ça nous permet, autour de ces débats et clairement, de faire vivre les CPS dans la structure. Et on voit que ça fonctionne très bien, en fait. C'est simple, en fait, quand on le met en place. Des fois, on s'en fait tout un monde. En fait, c'est très simple. Les familles qui viennent, ils ont envie. Et puis, en fait, ça déroule derrière. Merci Julien. Donc, ça, c'était pour répondre à la question de Nathalie. Avez-vous rencontré des freins à la mise en place des CPS dans vos équipes et aussi de la part des familles? Donc, peut-être que nos 2 autres témoins peuvent aussi répondre à cette question avant qu'on réponde à la question du CIVOM des ASBA-MAVI. Moi, je veux bien reprendre par rapport à les CPS dans l'équipe. Moi, l'équipe est entièrement formée autour des CPS, soit avec le programme Probant, soit avec des autres du coup formations, Coccinelle et d'autres. Et en fait, avec les enfants, les CPS sont vraiment présentes dans la manière d'animer. Par contre, au sein même de l'équipe, c'était plus compliqué de le mettre en place. Le fait de devoir changer ses habitudes d'adulte, c'était plus difficile que de les amener aux enfants. Mais petit à petit, ça vient quand même. Voilà. Nicolas ? On n'a pas rencontré de frein particulier, du coup, sur le peu d'expérience qu'on a sur la dernière année, vu qu'on l'a apporté de façon assez ludique et on tente de l'infuser petit à petit dans les pratiques. Et puis ça vient un peu valoriser ce qui se passe un peu au quotidien aussi. Voilà, ça met des mots sur ce que réalisent les équipes aussi au quotidien. Donc on n'a pas eu de réel frein, justement, parce qu'on voit que on sait qu'il y aura un impact sur les mois et les années à venir. Alors, donc, je reprends la question du CIVOM des ASBA-MAVI. Qui dispense la formation? Quelle est la durée de la formation? Qui veut répondre? Est-ce que c'est Cécile? Ouais, je pense que j'avais mieux placé, mais je vous laisse compléter si. Alors, des formations. Aujourd'hui, on est en plein déploiement. Alors, on ne l'a pas évoqué là, mais du coup, tout ce travail, il est issu d'une instruction interministérielle donc qui décrit en fait le développement de la stratégie multisectorielle de développement des compétences psychosociales. Et à l'intérieur de cette stratégie, il y a un axe spécifique sur la montée en compétences des acteurs, la formation et l'accompagnement des acteurs. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui se déploient. La première chose, c'est qu'on a des financements, alors sur notre département, en tout cas, là, on a des financements de l'ARS pour déployer des formations ce qu'on appelle intersectorielles, puisque du coup, on va partir d'un territoire et on va venir rassembler l'ensemble des acteurs sur un territoire pour former et développer les compétences psychosociales dans les différents milieux de vie de l'enfant. Ça, c'est une formation de 3 jours qui est financée par l'ARS et du coup qui est animée par Promotion Santé. Les programmes probants sont aussi donc ce qui fait la différence. Donc là, on parle
d'une formation générale sur les compétences psychosociales, hein, où on va s'appuyer sur divers outils. Ce qui fait la différence avec les formations programmes probants, comme Rémi a évoqué, hein, sur PSFP, c'était formation dédiée à l'animation du programme, ou encore Toi, moi, nous, comme l'évoquait Nicolas. Donc, où on travaille les compétences psychosociales, mais où l'objectif est le déploiement d'un programme probant. Et ça aussi, on a des financements de l'ARS pour les déployer. Alors, selon les programmes, c'est différentes associations qui les portent. Le Voyage des Toi, moi, nous et PSFP, c'est Promotion Santé. Mais après, on a d'autres programmes comme PRODAS qui est porté par le planning familial, ou encore Unplug qui est porté par Addiction France. Voilà, il y a après, aujourd'hui, un déploiement on cherche à déployer les formateurs CPS. Donc, il y a des formations de formateurs qui vont avoir lieu là au premier semestre 2026. L'idée, c'était d'identifier plusieurs formateurs qui, demain, vont pouvoir déployer des formations CPS dans les différents secteurs. Que ce soit celui de l'animation et de loisirs, mais aussi du milieu de l'insertion, hein, parce qu'il y a des secteurs, d'autres secteurs à toucher, comme l'insertion des jeunes. Voilà, c'est en phase de déploiement, mais on n'est pas aujourd'hui suffisamment de formateurs pour répondre à toutes les demandes et tous les besoins. Mais ça arrive. Donc, nous pouvons encore prendre une ou deux questions, donc n'hésitez pas. Il y a encore toutes mes excuses pour ce verrouillage qui n'est pas apparu lorsque nous avons fait le test avec les collègues co-animateurs, et c'était sans doute lié aux droits supplémentaires qu'ils avaient. Au revoir Kelly. Je crois que pour la deuxième partie, nous pourrons peut-être à la fin de mon intervention déconnecter et reconnecter pour ceux qui veulent avoir un échange informel après mon intervention. Alors, encore une question de Nathalie. Est-ce que ces formations seront proposées sur les ALSH, centres sociaux, avec les tarifs surtout ? Alors, tout ça, c'est dépendant des moyens qui vont être mis à disposition pour déployer la formation. Là, ce qui va se passer dans les ALSH, Cécile va le présenter tout à l'heure, puisque du coup, sur le département, il y a une volonté de faire monter en compétences pour commencer les directeurs des ALSH. Donc, ça, elle vous présentera plus précisément. Sur d'autres... les formations que j'évoquais tout à l'heure, c'est les formations de territoire. On ne peut pas les déployer partout, tout le temps, puisque du coup, c'est des moyens financiers importants. Et puis, du coup, l'ARS qui le finance, on va pouvoir déployer ces formations sur 1 ou 2 territoires par an. Donc, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des ALSH. Par contre, il y a une volonté effectivement de faire monter en compétence un formateur du CNFPT. Je ne me trompe pas de sigle, CNFPT, c'est bien ça, pour que du coup on puisse déployer plus massivement les formations à destination des agents des collectivités. Donc ça peut être aussi un autre levier. Mais du coup, voilà, sur la partie ALSH en Charente, du coup, Cécile le présentera dans le projet qui va se déployer ici en 2026. Je précise, le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale qui forme les agents des collectivités, des comités de communes. Pour information, nous allons nous rapprocher d'eux, avec la CAF notamment, pour essayer de voir si on peut aménager des solutions sur des formations intercatégorielles. Voilà, essayer de tordre les tuyaux un petit peu, on ne vous garantit pas qu'on y parviendra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, ça n'a pas l'air. Donc, je vais relancer le diaporama, à moins que Cécile ou nos témoins souhaitent ajouter un dernier mot. Ok. Donc,
Donc, avant de poursuivre, j'ai un message. Avant de poursuivre, donc, voici les ressources sur lesquelles vous pourrez cliquer quand nous aurons diffusé le diaporama, et on vous informera aussi de la mise en ligne de l'enregistrement. Donc, j'ai mis quelques petites ressources sur les 2 programmes là qui ont été cités, hein, le Voyage des Toits Moineaux et PSFP, donc concerne plutôt les familles. Et c'est des liens qui vous renvoient vers le site de promotion santé. Donc, vous pouvez voilà, vraiment utiliser, exploiter toutes ces ressources. Et vous avez aussi, donc, on a volontairement été chercher uniquement des incontournables, on va dire, qui ont servi aussi à la présentation que vous a fait Cécile. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire. Et donc, je vais vous présenter ce que propose donc le service départemental jeunesse, engagement, sport. À partir, donc, le webinaire est la première étape. Et à partir de l'année prochaine, ça va devenir de plus en plus concret et j'espère de plus en plus nourrissant pour vous. Mais avant de vous présenter notre projet, je voulais dire 2 mots du contexte institutionnel. Donc, pour vous montrer aussi que tout ça, ça prend du temps. C'est effectivement pas forcément l'administration, c'est pas forcément quelque chose qui bouge très très rapidement. Néanmoins, ça me semble important de montrer qu'il y a une volonté politique et de la part des ministères de s'engager sur cette voie-là, notamment donc avec cette instruction interministérielle qui date d'août 2022, qui a vocation à mobiliser l'ensemble des ministères. Du coup, quand je parle de nous, je parle de jeunesse et sport, mais je parle également de l'éducation nationale qui a commencé ce travail-là bien avant nous. Voilà, c'est des choses qui sont dans les tuyaux, mais il faut aussi prendre le temps de former les agents, d'expliquer un petit peu les enjeux. Donc, nous, on a donc notre direction centrale qui est la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, la GELVA, avec donc Nathalie Perron qui a proposé un cycle de webinaires auquel moi, par exemple, j'ai participé. Et ensuite sont intervenues une mention des compétences psychosociales dans nos directives nationales, donc les DNO, la directive nationale d'orientation, qui donne le cadre de l'action du ministère en charge de la jeunesse et des sports. Donc, on a reçu une instruction donc en septembre 2023 qui nous invite à prendre toute initiative pour assurer la déclinaison de ces orientations interministérielles au niveau local et nous a encouragés à faire le lien avec la continuité éducative et les politiques éducatives. En parallèle, il y avait un travail de rénovation des diplômes délivrés par Jeunesse et Sport et ça s'est concrétisé notamment sur le nouveau brevet professionnel animation socio-éducative et culturelle, avec un bloc 4 qui s'appelle organiser et encadrer le vivre ensemble des publics accueillis au sein d'une structure proposant des activités de loisirs et d'animation socio-culturelle. Et dans ce bloc, donc, il y a une obligation de former et de faire acquérir la compétence dans le champ de faire acquérir la capacité à mobiliser et à transmettre les compétences psychosociales. Et ensuite, plus récemment, la GELVA nous a transmis 2 documents ressources qui sont, ma foi, très intéressants et que nous allons travailler avec nos partenaires départementaux, mais aussi avec les acteurs des accueils collectifs de mineurs et les coordinateurs des projets éducatifs territoriaux, qui sont un argumentaire sur
les CPS à destination des directeurs de centres de loisirs et un autre à destination des élus. Donc là, on ne manquera pas de s'appuyer là-dessus. Alors, pourquoi le SDGS de la Charente a souhaité engager une action sur les compétences psychosociales? Déjà parce que on était sur un sentiment un peu d'incomplétude, d'insatisfaction quand on a pris connaissance des différents programmes, actions et outils sur les compétences psychosociales, parce que souvent c'était très connoté éducation nationale. Les programmes, comme je vous l'ai dit, l'éducation nationale a démarré bien avant nous. Les programmes probants, avec des publics captifs, etc., ont pu être expérimentés avec notamment des élèves. Et donc, on est resté un petit peu sur notre faim parce que certaines fois, on trouvait que ça s'adaptait assez peu au public accueilli dans les centres de loisirs, les colos, etc., ou les accueils de jeunes. Donc, on trouvait aussi que les méthodes pédagogiques proposées par différents outils qu'on retrouve notamment sur des plateformes dédiées, donc comme le Canopé, le cartable des compétences psychosociales. Souvent, ces outils étaient fortement influencés par les référentiels scolaires et que du coup, les activités proposées n'exploitait pas en fait la richesse des temps de vie plus souples proposés dans les accueils collectifs de mineurs notamment, et ne proposait pas assez des outils, des solutions pédagogiques qui utilisaient la culture plus horizontale qu'on peut retrouver dans ce système-là. Cécile en a parlé sur les conditions optimum. Et en fait, nous considérons que notamment les accueils collectifs de mineurs ont des approches pédagogiques spécifiques particulièrement pertinentes pour le développement des compétences psychosociales. Ça va faire écho à ce qu'a dit Cécile, mais les lieux d'apprentissage informel et expérientiel relevant de l'éducation populaire, le côté central de la vie collective aussi, avec moins de contraintes que celles qu'on trouve dans le contexte scolaire. En principe, une grande liberté offerte par le cadre. On a eu des témoignages là qui permettaient de montrer qu'on pouvait organiser les choses avec une grande liberté, donc davantage adapter le cadre aux objectifs visés en matière de développement des CPS. Et puis, on a affaire à des professionnels dont la plupart ont des compétences pédagogiques et une capacité d'expérimentation et d'innovation. Voilà, on trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec tout ça. Et en plus, dans le champ de l'éducation populaire, on a des objectifs qui sont vraiment en corrélation avec les objectifs des CPS, comme le vivre ensemble, le bien-être et l'autonomie. Alors, c'est sûr que tout n'est pas encore parfait, tous les niveaux professionnels avec toutes les difficultés qu'on peut connaître dans notre secteur, le turnover, des choses comme ça, le manque de moyens pour employer des professionnels véritablement formés et qualifiés. On est bien conscient qu'il y a encore des marges de progression. On a le sentiment que ils ne sont pas assez nombreux à s'être emparés du sujet des compétences psychosociales, d'où ce webinaire déjà pour donner des repères. Et puis, d'autre part, dans la mise en œuvre des programmes probants, les centres de loisirs peuvent être associés sur certains territoires, mais on aimerait qu'il y ait davantage le repérage à l'échelle d'une expérimentation, du développement d'un programme, de donner davantage le réflexe d'associer les centres de loisirs. Mais pour cela, encore faut-il que l'intérêt de le faire soit valorisé et que les centres de loisirs eux-mêmes sachent de quoi il s'agit, soient préparés en fait et soient rassurés sur la capacité de s'investir là-dessus.
Voilà, donc pour nous, les pratiques sont prometteuses et il reste à développer quelque chose pour arriver à rendre ça un peu plus universel, ou en tout cas essayer de le faire dans le champ, dans le département de la Charente. Tout en ayant bien conscience aussi sur les marges de progression, sur cette question de l'efficacité qui nous a été présentée, qu'il y a cet enjeu de bien maîtriser les critères d'efficacité dans la mise en œuvre des actions pour que ce soit efficace, et notamment cette question de la conscientisation, d'annoncer, de dire ce sur quelles compétences on va travailler, de débriefer ce qui a été fait, enfin voilà, tous ces éléments qui sont apportés lors des formations. Donc voilà, on veut pouvoir aussi progresser dans la formalisation de l'acquisition de ces compétences. Donc pour nous, au niveau du projet qu'on va rapidement vous présenter, on a souhaité commencer en fait. Voilà, l'idée c'était d'amorcer les choses et notamment de commencer par une information de base, par donner des repères, par donner suffisamment de repères pour donner envie d'aller plus loin, et ensuite, dans ce que je vais vous présenter là juste après, d'avoir un petit cadre opérationnel de départ. Et plutôt que de partir dans un grand programme, aller développer quelque chose qui nous aurait peut-être dépassé, sur lequel on n'aurait pas été en capacité d'accompagner complètement, on a resserré notre champ sur le reste de nos interventions pour avoir un cadre opérationnel qu'on soit capable de maîtriser. Et on verra au fur et à mesure, on se donne du temps en fait, et on verra au fur et à mesure comment nous allons pouvoir saisir d'autres opportunités, réorienter, amplifier, etc. Donc, tout commence aujourd'hui avec ce webinaire d'information. Ensuite, au mois de janvier, nous avons 3 dates à proposer, donc sur un public un petit peu ciblé. Alors, si vous êtes curieux, très, très demandeur, n'hésitez quand même pas à nous contacter pour qu'on étudie de quelle manière on pourrait répondre à vos besoins, à vos idées, comment on peut vous associer d'une manière ou d'une autre. Ces webinaires de sensibilisation seront d'abord en direction donc des coordinateurs de PEDT pour qu'ils puissent avoir une démarche stratégique sur les politiques éducatives territoriales, et puis des directeurs de centres de loisirs pour qu'ils puissent avoir cette démarche de formation ensuite et de développement au sein des projets pédagogiques et éducatifs des centres de loisirs et au sein de leurs équipes. Puisque donc ça a été mis en avant que cette dimension d'appropriation par les directions était très importante. Donc on commence avec eux. L'objectif de ces sessions, je vais peut-être redonner la parole à Cécile, puisque c'est elle qui va les organiser, qui va intervenir, sur qui va les organiser aussi d'ailleurs, si elle veut en dire 2 mots. Oui, alors ce sera effectivement co-organisé avec la SDJUS et les Francas. Du coup, l'objectif de ce temps-là, c'est effectivement de s'acculturer aux compétences psychosociales et de pouvoir utiliser, vivre des outils de développement des compétences psychosociales. Alors, pour mieux les comprendre, il faut les vivre déjà. Donc, c'est vrai que ce qui est plus compliqué à faire sur un webinaire, donc du coup en présentiel, on aura l'occasion de pouvoir tester les compétences psychosociales, de les vivre, et avec cette idée-là, de pouvoir réutiliser ces outils avec les équipes. Et puis, l'idée de cette journée, c'est aussi de pouvoir réfléchir ensemble et apporter des outils, des moyens pour impulser une dynamique d'équipe autour des compétences psychosociales. Donc voilà, la journée sera en 2 temps, vraiment une expérimentation, un travail d'acculturation, d'appropriation des compétences psychosociales et un temps pour travailler plutôt sur comment on impulse une dynamique d'équipe et de pouvoir découvrir des outils qui permettent de faire ce travail auprès de l'équipe. Cécile, peut-être je peux en profiter pour te poser une question sur la subtilité qu'il peut y avoir dans ce qu'on qualifie de sensibilisation ou de formation. Parce que je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi on a appelé ça
journée de sensibilisation. Certains pourraient se dire c'est tout un jour. Pourquoi on n'appelle pas ça une formation? Ben parce qu'il faut poser des critères à un moment pour définir qu'est-ce qui est de la sensibilisation et des formations. Alors, du coup, moi, je me réfère aux critères qui sont identifiés par Calliope, puisque du coup, nous, on a un agrément Calliope. La quantité d'heures d'intervention va définir si c'est une formation. Donc, il faut au minimum 14 heures pour pouvoir... mais voilà, c'est un critère Calliope, ce ne sera pas forcément le même critère qui sera utilisé par l'éducation nationale. Par exemple, ils peuvent parler de formation pour 3 heures d'intervention. Enfin voilà, c'est vraiment dépendant des critères qu'on pose. On parle de sensibilisation parce qu'on pense que voilà, le nombre d'heures n'est pas suffisant pour pouvoir parler, comme on dit, de formation. Voilà. Merci Cécile. Alors oui, j'ai oublié de préciser donc au niveau des dates des journées de sensibilisation. Donc nous sommes en cours de finalisation de confirmation en fait par rapport aux lieux, mais je vais quand même vous dire les lieux qui sont prévus. Il y a peu de chances que ça bouge. Donc pour le 9 janvier, ce sera à Vars. Nous serons accueillis par la communauté de communes Cœur de Charente, donc dans l'espace enfants-jeunesse de Vars. Donc oui, ma collègue Claire Oudouin avait proposé que, puisqu'on allait parler des CPS en centre de loisirs, eh bien, on puisse organiser ces journées de sensibilisation dans des centres de loisirs. Donc, c'est ce que nous avons souhaité faire et en essayant de couvrir le département, enfin, de donner des accès un peu sur un triangle autour de la couronne d'Angoulême. Donc, Var, c'est sur le sud de la communauté de communes Cœur de Charente, donc c'est quand même très facile d'accès. Ensuite, nous avons le vendredi 16 janvier, donc c'est au centre de loisirs de Jarnac, qui est géré par l'agglomération Grand Cognac, donc qui est l'employeur en l'occurrence de Julien, qui nous a témoigné tout à l'heure également. Et puis le mardi 20 janvier, c'est dans le centre de loisirs qui est géré par l'agglomération Grand Angoulême, le centre de loisirs Alvéole à Dirac, qui est donc en couronne, on va dire sud-sud-ouest de Grand Angoulême. Voilà, donc c'est un petit peu dans la campagne. On mettra évidemment des lieux, des plans d'accès, etc., pour que ça soit clair pour tout le monde. En tout cas, si des représentants de ces comités de communes et agglos sont présents, je les remercie donc de travailler avec nous sur cet accueil. Alors, la suite du projet. Donc là, je vous parle de quelque chose qui est encore embryonnaire et qui pourra évoluer, en fait, déjà suite aux journées de sensibilisation et puis enrichi des retours qui nous seront faits par vous, par d'autres personnes. Mais les grandes lignes, je vais quand même vous présenter. Il y a peu de chances qu'elles changent. L'idée, alors c'est un peu difficile de savoir quel vocabulaire employer parce que des fois ça fait un petit peu pompeux. On a dit conduire une expérimentation. L'idée, c'est de montrer que on va être en réflexion, on va peut-être procéder par essai-erreur. Voilà, on considère pas avoir, en tout cas moi, une expertise pleine et entière. Donc voilà, on appelle ça une expérimentation. On va constituer donc un groupe de travail. Il est déjà amorcé avec un certain nombre de partenaires que nous avons déjà cités et auxquels on associera des personnes qui nous semblent pouvoir apporter une contribution particulièrement intéressante par rapport à cette démarche. L'idée, en fait, je vous parlais tout à l'heure des potentialités d'appui au développement des CPS dans les accueils collectifs de mineurs. L'idée, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire que on a des exemples, on a une intuition, on voudrait formaliser le repérage de ce qui fait l'intérêt de ces activités à fort potentiel, comme on les a appelées. Voilà, que ça soit
par exemple des rituels d'accueil des enfants, que ce soit de l'aménagement de l'espace, que ce soit des temps d'activité dédiés sur les CPS, et de voir, voilà, d'essayer d'identifier des pratiques comme ça et de les analyser avec la grille qui a été mise en place dans le cadre du référentiel sur le développement des compétences psychosociales en direction des publics enfants et jeunes. Donc tout ça reste à élaborer. On va être très très sérieux dans notre démarche. On va s'appuyer vraiment sur l'expertise de Cécile Gaborio pour ça, voilà, pour essayer de comment dire, de faire un travail indiscutable, on va dire, au niveau de son sérieux. En tout cas, on fera de notre mieux. Donc, voilà en gros les lignes de l'action qu'on veut conduire. On va prendre notre temps, on va mettre en place une démarche d'évaluation. Voilà, c'est quelque chose qui va s'étaler forcément sur au moins 2 ans, voire plus. Donc, soyez patients sur les résultats qu'on peut en attendre, puisque l'idée à la fin, c'est d'en faire bénéficier notre réseau des acteurs des accueils collectifs de mineurs, et en particulier les centres de loisirs qui œuvrent en Charente au quotidien. Et vous serez forcément associés à un moment dans le test, la mise à l'épreuve de ce que nous produirons, pour aboutir à des outils qui soient vraiment exploitables et adaptés donc au contexte des centres de loisirs. Voilà, j'en ai fini pour mon intervention. Est-ce que, alors je ne sais pas, j'ai demandé l'avis de mes camarades, vu que le système de micro ne fonctionnait pas, je propose qu'on prenne quelques questions dans le chat, mais éventuellement pour ceux qui auront envie de discuter un petit peu plus à bâton rompu, sans oublier pour ceux qui partent de répondre à notre petit questionnaire d'évaluation. On prend quelques questions dans le chat, et puis après, pour ceux qui, on arrête ensuite l'enregistrement, et pour que ceux qui veulent, on se reconnecte avec le même lien, mais que j'ai pu supprimer ces limitations avant qu'on se reconnecte. C'est pas, donc, c'est pas très. Sinon, l'autre proposition, Cécile. Oui. Pardon. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que du coup, de mettre le lien que nous, on a eu en tant que modérateur dans le chat pour que les gens puissent se connecter avec, est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est faisable? On t'entend plus, Cécile. Pardon. Merci beaucoup pour la suggestion. Chacun pourra le faire à son rythme. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le lien dans le chat et on donnera le top départ à un moment pour que tout le monde puisse se reconnecter. Juste, oui. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Il y a une personne qui demande comment s'inscrire sur les dates. Est-ce que… Je t'en prie. Oui, effectivement, la question, oui, oui, merci. Donc en fait, un mailing va être transmis à tous les organisateurs d'accueil de loisirs. Donc soyez vigilants, ça ne va pas tarder puisque les journées de sensibilisation ont lieu en janvier. Donc on va vous informer tôt. Vous avez déjà les dates. Vous choisissez une des dates et un lieu. Puisque ce sont 3 journées qui sont dupliquées en fait, pour que tout le monde puisse y participer. On a un nombre de places suffisant normalement pour que tous les directeurs, directrices d'accueil puissent s'inscrire et participer à cette journée, que vous soyez déjà formés ou pas d'ailleurs au demeurant, puisque l'avantage aussi c'est de pouvoir partager entre pairs, ceux qui auraient déjà des expériences, ceux qui auraient déjà été formés, ceux qui découvrent, voilà, quel que soit notre niveau de compétence, on va dire, sur ce que sont les compétences psychosociales, comment les utiliser, comment les mettre en œuvre, en avoir conscience, parce que vous faites déjà plein de choses qui peuvent peut-être se rapprocher, c'est évident. Voilà, donc vous serez informé par mail, vous pourrez vous inscrire via un lien. Et puis si vous n'êtes pas directeur, vous êtes adjoint, si vous avez plusieurs personnes qui souhaiteraient participer, comme disait Cécile au tout début, eh bien vous viendrez vers nous et puis en fonction du nombre de places, eh bien on essaiera au maximum de vous intégrer sur une de ces journées. Donc, si quelqu'un veut poser encore une question dans le chat pour qu'elle fasse partie des réponses qui seront enregistrées,
Je vous en prie. Et si ce n'est pas le cas, on fera la bascule, on arrêtera l'enregistrement et on fera la bascule. Pas d'autres questions? Très bien. Donc, je vais cesser l'enregistrement et j'invite tout le monde donc à cliquer sur le lien, enfin à se déconnecter, enfin de cliquer sur le lien et ensuite de se reconnecter avec les autorisations. Ah, j'ai Kelly qui parle. Ok, c'est juste un petit commentaire. Merci. Donc, je dis à tout de suite à tout le monde. Je remets le lien vers le questionnaire d'évaluation pour ceux qui ne nous rejoindraient pas. Et je coupe l'enregistrement. Merci beaucoup.